Dans l'arène, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui luttent au quotidien. Et qui te donne les clés pour agir à ton tour. Salut Lorraine. Salut Awad. Bienvenue dans l'arène. Ton nouveau média politique préféré. Donc je discute avec Hamza et je lui dis Hamza, il va falloir qu'on travaille sur un menu étudiant. Et il me dit quoi? Je lui dis le menu pour le restaurant. Il me dit quoi? Un resto. Il me dit un resto Zizar. Je lui dis oui, le resto qu'on est en train de monter. Il me dit kebab. Je lui dis non. Je lui dis resto. Il me dit resto, entrée plat dessert comme en ville. Je lui dis oui, mais ça sera entrée plat dessert au quartier. Parce que nous aussi, on a le droit à avoir un entrée plat dessert au quartier. Alors Awad, celle qu'on vient d'entendre, c'est notre prochaine invitée. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur elle? Ouais, complètement. Alors elle s'appelle Yamina Aïssa Abdi. Elle nous vient tout droit de Toulouse, dans le quartier des Zizars, que je t'avoue, je connaissais absolument pas avant. Moi non plus. Et en fait, elle a porté un projet d'association qui s'appelle Au cœur de ma cantine, dont le but vraiment, c'est de proposer une alimentation en fait de meilleure qualité aux habitants de son quartier, dans un endroit où où il n'y a pas vraiment de restaurant classique. Et donc voilà, elle porte ce projet depuis quelques années et je trouvais que c'était intéressant qu'on arrive un peu à sortir de notre perspective, tu vois, parisienne, très centrée sur l'Île-de-France, et de voir un petit peu ce qui se passe dans d'autres coins du pays, quoi. Totalement d'accord. Et du coup, pourquoi tu l'as choisi pour cet épisode? Alors en fait, il faut savoir que notre incubateur, le CEPEP, est à la communale à Saint-Ouen, et dans le cadre en fait d'un festival autour de l'alimentation, la communale nous a demandé d'animer une table ronde autour du bien manger, comment mieux manger, et donc en fait Amina était une des personnes en fait invitées. En fait, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit tous les deux, et aussi avec Célia de la Communale, qui nous a pas mal aidé là-dessus, qu'on pourrait faire un épisode de podcast avec Yamina, parce que ça allait nous permettre en fait un peu de sortir de Paris, de parler de sujets qui sortent un petit peu de notre centrisme un peu d'Île-de-France, tu vois. Et voilà, c'est pour ça qu'on a voulu faire ça. Et du coup, je sais que ça peut étonner les gens qui nous écoutent, mais c'est quoi le rapport avec la politique, le fait de bien manger? En fait, bien manger, pour moi, c'est relié un peu à tout, en fait. Si tu manges mieux, tu te portes mieux, donc tu vis mieux plus longtemps. Et en fait, c'est un enjeu qui est hyper important, notamment, on l'entendra dans l'interview, où en fait, dans les quartiers populaires, il n'y a pas beaucoup en fait de restaurants vraiment où tu vas manger entrée, plat, dessert. Voilà, par exemple, dans le quartier d'Yamina, c'était beaucoup de kebab, de pizzeria, et de la malbouffe avant tout. Et donc en fait, c'est hyper politique comme sujet, parce que en fait, la bonne alimentation, elle n'est pas accessible à tout le monde parce qu'elle coûte de l'argent. Et donc il y a un énorme enjeu en fait à parler de ce genre de sujet. Et j'ai hâte d'écouter tout ça. Et du coup, est-ce que ça s'est bien passé avec Amina? Ouais. Écoute, elle est arrivée de Toulouse pas longtemps avant qu'on enregistre l'interview. Et elle était hyper déjà partante sur le principe de faire la table ronde et de faire aussi un épisode de podcast. Ça fait qu'on l'a fait beaucoup parler. Mais elle était hyper contente d'être là, et j'espère que vous allez également apprécier le moment qu'on a pu passer ensemble. Commencer, Yamina, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Pour ceux qui nous écoutent, tu viens juste d'arriver de Toulouse. Oui. Ça va le trajet? Pas trop fatigant? Non, ça va. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Alors, moi, c'est Yamina Aïssa Abdi. Donc, j'ai 50 ans. J'habite à Toulouse. Donc, j'ai cofondé 2 associations. Donc, Isar Attitude en 2013 et Au cœur de ma cantine en 2022. Et je suis aussi une des cofondatrices de la Climate House à Paris. Ok, en 2024. Donc tu as un engagement aussi en région parisienne. Du coup, tu fais des allers-retours de temps en temps? De temps en temps, mais pas souvent non plus. Ok. Et moi, ce que j'ai trouvé hyper intéressant en te parlant, c'est vraiment, en fait, tu as un engagement qui remonte à quelques années. À quelques années, Isar Attitude, c'était en 2013. 2013. En fait, j'aurais aimé en savoir plus sur ta vie, où est-ce que tu as grandi. Savoir un peu plus sur ton parcours de vie avant d'arriver à ce point-là. Ok, donc moi, je suis née à Châtellerault, dans la Vienne. Je suis arrivée à Toulouse en 94. Ok. Donc voilà, j'ai grandi dans
deux quartiers politiques de la ville, deux quartiers populaires, où tu vois, tout le monde se connaissait, ambiance village, on était éduqués un peu par tout le monde. Très belle ambiance où tu partages les peines, tu partages les rires, tu partages les joies et tu partages les plats. Et voilà, donc ça, c'était une ambiance qui me plaisait énormément. Et c'est ce que j'ai retrouvé dans le quartier des Isards à Toulouse quand je suis arrivée en 94. Qu'est-ce qui t'a fait en fait venir à Toulouse spécifiquement ? Je me suis mariée. Okay. Et j'ai rejoint mon compagnon. D'accord. Et donc là, ouais, du coup, ça fait 30 ans que t'es à Toulouse maintenant. Ouais. Donc, quand t'es arrivé à Toulouse, t'es arrivé directement dans le quartier des Isards ? Je suis d'abord arrivée à Launaguet et j'ai passé 3 ans, je crois, à Launaguet. Je suis arrivée en 97 dans le quartier des Isards. Pour aller un peu plus dans le vif du sujet, 2013, tu cofondes l'association Isard Attitude. Avec 2 autres mamans du quartier. C'était au moment de la rénovation urbaine. Et c'était au moment où il y avait un déchaînement de violence assez important sur le quartier. Donc quand tu dis rénovation urbaine, en fait, il y a des populations qui ont été déplacées. Rénovation urbaine, donc destruction de bâtiments et délocalisation des habitants. Ok, et donc en fait ça a créé un écosystème un peu néfaste en fait à ce moment-là. Exact. Donc il y a un premier assassinat sur le quartier en décembre 2013. Nous on avait créé notre asso en octobre 2013. Et puis nous, on s'inquiétait du décrochage scolaire de nos enfants et en même temps de ce quartier qui était assez malsain à cette époque, un environnement très malsain. Et voilà, on avait envie de faire bouger les lignes et on avait envie de s'occuper de nos enfants et de faire en sorte qu'ils ne tombent pas dans la délinquance. Ouais, Ce qui est arrivé plus tard, mais voilà. Donc en fait, au départ, ouais, c'était vraiment en fait une peur de maman, vraiment, qui t'as combien d'enfants ? J'en ai 5. Ok. Oui, donc vraiment, ouais, cette envie en fait de... En fait, nous, on était en danger. On était en danger dans notre immeuble parce qu'il y avait du dit, il y avait des consommateurs. Et tu vois, le centre médico-pédopsychiatre a déserté le local qui était situé en bas de notre immeuble. Toulouse Métropole Habitat se sont fait une entrée à l'extérieur. Il restait que nous, les habitants, livrés à nous-mêmes. Et donc, et là, on va aller parler aux collectivités ou aux politiques et on leur dit attention, là, non, on est en danger. Et c'est un discours que les politiques entendaient ? Est-ce qu'ils vous disaient c'est la rénovation urbaine, donc il faut vite avancer, il faut faire des concertations, il faut concerter les habitants, il faut savoir où on place un arbre, où on met un banc, et tout ça. Donc, moi, j'étais en colère à ce moment-là. J'étais en colère parce qu'on était en danger et puis on n'a pas été assez soutenus. Et donc, en fait, cofonder Isard Attitude, c'est un moyen de canaliser un petit peu cette colère. Ouais, moi, ça a été une thérapie pour moi. Ah ouais, vraiment ? Ouais, vraiment. Et qu'est-ce qui se passe ? 2013, vous créez l'asso. On crée l'asso. On occupe le bas d'immeuble là, qui a été déserté. Donc, on imagine des temps d'accueil ouverts aux habitants. Pour échanger, pour discuter et pour s'organiser. Donc, il y a de l'accompagnement scolaire. Donc, il se trouve que... Non, alors, pas de suite. Hein, l'accompagnement scolaire, c'est pas fait de suite. Il se trouve que ce sont les femmes qui occupent ce temps d'accueil. Et puis là, on s'inquiète. On se dit comment on va faire pour essayer de sauver nos gamins. Et puis voilà, c'est là qu'on s'organise et c'est là qu'on commence à monter des petites actions. Tu vois, on va sur les événements, on propose de la vente pour essayer de se faire connaître par les partenaires et par les institutions aussi. Ouais, en fait, c'est vraiment cette stratégie d'occuper l'espace public un maximum pour avoir la visibilité. Un maximum, oui, on a été accompagné par le centre social Isard Bordeaux-Rouge, donc, qui accompagne les habitants. Voilà, ils agissent sur le pouvoir des habitants, donc... ils nous ont accompagnés et le Tacti Collectif. Oui, qui vous a du coup accompagné pour Tacti comprendre Collectif, un peu on l'a rencontré un peu plus tard, en 2014 ou 2015. Et là, on avait vraiment des convictions communes et puis on a vraiment travaillé en vrai sur des projets et des actions en rapport avec le pouvoir d'agir et l'émancipation des habitants. Donc en fait, ce que vous faites, c'est de la politique, en somme. On me disait ça avant, je disais non, je ne fais pas de politique, vous me... Mais oui, en fait, on fait de la politique. Mais c'est intéressant, pourquoi c'était un mot que tu avais du mal à te réapproprier ? Parce que tu vois, ça me rappelle la politique des politiciens d'aujourd'hui, quoi. Et c'est à quel moment que tu as eu un peu le déclic et que tu t'es dit, bah ouais, en fait, c'est de la politique ce que je fais ? Parce que, en fait, les décisions, elles se prenaient, tu vois, sans nous.
Et là, je me suis dit, allez, je vais aller occuper tous les espaces, je vais aller essayer d'aller dans toutes les réunions, puis je vais voir comment tout ça s'organise. Parce que je connaissais rien, moi, à l'associatif. Avant, j'étais gestionnaire en prestations santé ou gestionnaire de centre dentaire, donc rien à voir. Et c'est avec le Tactique Collectif que j'ai appris énormément. Il y a un point à un moment donné, je pense en 2018, si je me trompe pas, où du coup il y a des friches urbaines qui prennent la place des habitations. Voilà, à la place des anciennes habitations, Toulouse Métropole Habitat installe une friche urbaine au pied d'immeubles. Et puis il y a un maraîcher qui vient et qui plante, qui récolte et qui désherbe. Et donc on s'intéresse à ce qu'il fait parce que c'est juste à côté de notre local. Et puis on se dit, on commence à faire des animations jardinage. Donc on accompagne des enfants et des familles. Et puis moi, ça me fait du bien de mettre les mains dans la terre. Tu t'es découvert une passion. C'est ça, thérapie aussi. Donc moi, ça m'intéressait énormément. Et donc atelier jardinage. Et en fait, après, vous allez un petit peu plus loin au fur et à mesure. Tu vois, il y a des légumes qui poussent. Donc pour les habitants, gratuitement, mais les habitants n'y allaient pas. Donc, ils s'interdisaient même d'aller sur ces friches au début pour pouvoir récolter des légumes. Et pourquoi ? Parce que c'est nouveau. Parce que si tu n'accompagnes pas, de temps en temps, si tu n'accompagnes pas l'habitant dans un centre social, soit dans un centre culturel, soit à la bibliothèque, je ne sais pas, ils y vont pas. Et donc, ça a été un petit peu ton travail d'essayer de créer un pont entre les habitants. Parce que moi, j'aime créer des ponts, j'aime tisser des liens, je m'intéresse un peu à tout. Je m'intéresse à ce qui se passe surtout dans mon quartier. Et à ce moment-là, en 2018, comment a évolué la situation du quartier par rapport à 2013, au moment de la création d'Hydratis ? Pareil, en fait, on a eu une dizaine de décès en l'espace de 10 ans. Ok. Et aujourd'hui, c'est comment la situation ? Aujourd'hui, ça va un peu mieux. Qu'est-ce qui a du coup... Qu'est-ce qui a fait, c'est qu'on a quand même impulsé une certaine dynamique avec les partenaires du quartier. Et puis l'idée, c'était vraiment d'être à l'horizontale avec les travailleurs sociaux, avec les institutions, et d'être égal à égal, et puis de réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on fait pour faire bouger les lignes, et puis pour retourner un peu la situation du quartier. Parce que ce rapport d'égal à égal, tu m'en parlais, sur l'alimentation. Il y avait une conférence à la région sur l'alimentation, mais de ce que tu m'as dit, les habitants n'avaient pas été inclus. Alors, les habitants, pour aller sur cette conférence-là, il fallait s'inscrire en ligne. Les habitants, l'accès au numérique, c'est pas dans les quartiers populaires, c'est super compliqué. Et tout le monde n'a pas accès au numérique. Et donc moi, j'y suis allée, je me suis inscrite et j'y suis allée. Et j'ai vu qu'il y avait très peu de personnes des quartiers. Et donc, ce moment-là, est-ce que ça a été un peu là que tu as eu l'idée d'aller plus loin ? Ouais, ça a été. Je me suis dit, mais pourquoi en fait pourquoi on ne parle pas de ces... Parce que tu vois, sur ces conférences-là, tu as tous ceux qui sont déjà concernés et qui savent. Tu vois, qui sont concernés par ces questions-là et qui savent et qui vont encore un peu plus s'informer. Mais nous, les habitants des quartiers, non, en fait, l'alimentation en bio, c'est pas pour nous. Le circuit court, c'est pas pour nous, c'est trop cher. Oui, en fait, c'est quelque chose qu'on voit comme très, très bourgeois, entre guillemets. Moi, je passais tous les jours devant la ferme et j'y rentrais pas. J'y rentrais pas. Mais c'est intéressant, du coup, le fait qu'ils aient installé qu'il y ait un maraîcher à cet endroit-là, alors qu'on est... Le maraîcher, en fait, c'est un quartier avec beaucoup de terres maraîchères qui existent depuis des années. Mais voilà, on n'y allait pas. Donc, c'est là que ton engagement, il prend un autre si tu veux, déjà sur les ateliers jardinage, sur la friche urbaine, là, dans le quartier, avant, c'était des bâtiments, donc la terre, elle n'était pas super fertile. Et donc, je voyais, moi, qu'ailleurs, les légumes poussaient beaucoup plus rapidement, ils étaient beaucoup plus jolis. Et on a créé des liens, du coup, avec la ferme de Bordeaux Bio, donc qui est située à 800 mètres du quartier. D'accord. Et puis, à partir de là, on a commencé à faire des ateliers cuisine avec ces produits-là. Est-ce que tu me disais, tu vois, le fait, les quartiers dans lesquels tu as grandi, il y avait beaucoup de liens sociaux, les gens se parlaient, partageaient. Et en fait, il manquait, dans ton quartier, il manquait un lieu, justement. Il manquait un lieu de vie qui soit... déjà, on n'a pas de café.
On n'a pas de lieu de vie, on a un centre social, on a une maison de quartier, mais tout ça, c'est tenu par les institutions et rien ne nous appartient en fait. Et l'idée de faire vivre un lieu qui soit porté par les habitants, c'était super important pour nous. Et donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez rencontrer la métropole. Et donc, nous, on a déjà l'idée d'une cantine de quartier. Nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment imaginer une cantine avec des aliments de qualité. Et puis, dans l'idée aussi de provoquer des rencontres entre les gens de l'extérieur et les gens du quartier. Mais aussi avec les acteurs du quartier. Parce qu'avant, il y avait beaucoup de préjugés sur les habitants. Et ça, c'était assez saoulant à entendre. Et puis, ce qu'on voulait, c'est qu'en fait, s'il y a des préjugés, c'est que les gens ne se connaissent pas. Et puis, pour se connaître, il va falloir qu'on se fréquente et puis qu'on partage des choses et qu'on imagine des événements ensemble. Et c'est ce qu'on a fait avec Isar Attitude. Et donc, quand vous avez ce projet au début de lieu, de cantine... Donc, nous, on a notre projet en tête. Ouais. Et Toulouse Métropole mandate un incubateur Première Brique pour faire une étude des besoins du territoire. Et donc cette étude est faite. Il s'avère qu'il manque un lieu de vie sur le quartier. Ce qui remonte, c'est qu'il manque un lieu de vie sur le quartier. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est que la métropole, pour eux, il a fallu aller demander à un incubateur de faire un constat que vous, en fait, sur le terrain, vous l'avez déjà fait, en fait. Ça. Mais voilà. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Et donc, vous auriez pu me demander, j'aurais pu vous répondre. Mais voilà, donc... Et donc, quand ils nous présentent le projet, c'est... donc, nous, on a le projet, mais on va chercher un porteur de projet. Donc, le projet est pensé déjà, et ils imaginaient aller chercher un porteur de projet. Nous, on avait déjà notre projet en tête, et on s'est dit, nous, on est là, on veut se porter porteur de projet, et accompagnez-nous. Et en fait, c'est pas ce qui s'est passé au début. C'est compliqué de faire bouger les lignes. Et voilà, c'est très compliqué. Donc voilà, il y a eu un petit rapport de force là qui s'est fait. Et finalement, tu vois, après le Covid, en octobre 2021, on a été identifiés, Khadija Gaye et moi-même, porteurs de projets de restauration sur le quartier. Est-ce que tu peux me parler un peu de ce rapport de force ? Comment ça s'est passé ? En fait, qu'est-ce que vous avez fait justement pour faire un peu pression sur la ville ? Non, mais c'était juste de dire que on est capable de porter quelque chose et d'imaginer quelque chose ensemble. Moi l'idée, c'était vraiment... Moi, j'aime beaucoup coopérer et créer des alliances avec un peu tout le monde, tu vois. Et l'idée, c'est, OK, on peut, des habitants, la métropole ou l'institution, des partenaires, on peut imaginer... on peut travailler en intelligence collective. Mais c'est intéressant parce que du coup, tu te rends compte que le premier réflexe de la métropole, en fait, ils se disent pas que vous pouvez faire par vous-même. Ouais, non, c'est pas, je sais pas, ils sont pas passés par nous. Et donc le Covid passe. Et donc, qu'est-ce qui change en fait dans leur esprit ? Qu'est-ce qui change, c'est que ils réorganisent une réunion. Ils recherchent des porteurs de projets et puis on est là. Et donc, on est identifié porteur de projet. Et aujourd'hui, la relation avec la métropole Très bien. Ouais. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Elle n'était pas... on n'était pas en guerre non plus, mais c'était... il faut toujours un peu batailler pour obtenir quelque chose. C'est ça qui est fatigant, en fait. En fait, ce que tu me disais sur le fait que la façon dont les gens des quartiers sont perçus à l'extérieur, peut-être qu'il y avait un peu un biais, en fait, qui fait qu'instinctivement, il y a peut-être une défiance initiale. C'est pas leur habitude. En fait. Je crois que c'est pas dans leurs habitudes. Ouais. C'est pas dans leurs habitudes. Et puis voilà, maintenant, ça figure un peu dans le contrat de ville. On parle beaucoup de participation citoyenne, mais moi, je préfère notre participation à nous, quoi. J'aime pas quand elle est dite par les autres. Ouais. Et donc... On arrive en 2022. À ce moment-là, vous cofondez Au cœur de ma cantine. Donc moi, je quitte mon poste de direction à Isar Attitude pour porter ce projet. Ok, donc là, tu as vraiment lâché complètement... Là, j'ai lâché en novembre Isar Attitude. Et en octobre, on a créé Au cœur de ma cantine, l'association. Et donc, pour toi, c'était un peu... est-ce que tu avais aussi un besoin un petit peu de changement, de faire autre chose ? Moi, à partir du moment où j'avais un autre projet en tête, ça a été facile pour moi de quitter Isar Attitude. Alors que Isar Attitude, je l'ai porté vraiment corps et âme pendant 10 ans.
tout le monde se demandait si j'allais facilement lâcher un peu le bébé. Mais à partir du moment où j'avais un autre projet en tête, ça s'est fait plutôt bien. C'est intéressant parce que, en général, c'est très très dur quand on est associatif, qu'on monte un projet, de se dire ok, je laisse la main, je laisse d'autres personnes gérer la chose, et au final, pour toi, ça a été... Non, moi je m'inquiétais, moi j'avais peur que ça perde j'avais peur que, tu vois, Isar Attitude, c'est vraiment une asso d'habitants. C'est que des habitants, on n'y connaissait rien à l'associatif, mais voilà, on l'a porté quand même, et on l'a porté en vrai, quoi. Mais vraiment avec nos tripes et avec notre engagement, avec nos convictions, voilà, on a gardé notre ligne de conduite tout le temps. Et ouais, après, il a fallu que je le laisse pour porter ce projet, quoi. Et donc, au cœur de ma cantine, concrètement, c'était quoi l'idée ? Alors, au cœur de ma cantine, alors l'idée, c'était que la cantine devait ouvrir en 2023, donc septembre 2023. Après, ça a été repoussé en 2024. Après, ça a été repoussé en début 2024. Après, fin 2024. Après, je te dis qu'en mai, j'ai pleuré de malade, parce que je me suis dit, ce projet ne va jamais aboutir. Et puis voilà, l'ouverture, là, elle est prévue en mai. Mais qu'est-ce qui fait que ça a pris autant de temps entre la conception du projet maintenant ? C'est beaucoup tu vois, entre le promoteur qui construit un bâtiment en pensant que c'est un appartement en bas d'immeuble, alors que c'est destiné à être un restaurant. Voilà, c'est beaucoup d'incompréhension. Okay, donc le promoteur même qui doit construire le bâtiment ne sait pas ce qu'il est censé construire. Et donc pas mal de retard à l'allumage, quoi. Pas mal de retard, ouais. Je crois que les travaux ont commencé en septembre ou en octobre. Ouais, septembre ou en octobre. Et voilà, j'ai bien pleuré en mai et je leur ai dit non, mais c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Mais donc il y a ce retard qu'a pris la construction. Mais donc, en attendant, nous on s'est dit putain, mais qu'est-ce qu'on va faire pendant un an jusqu'à l'arrivée de la cantine et comment on va tenir les habitants, quoi. Parce qu'on leur parle d'alimentation saine et puis moi quand je dis quelque chose, j'aime bien tenir mes engagements, tu vois. Et donc on s'est dit on va faire des cantines éphémères. Donc des cantines éphémères au centre social. Parce qu'on n'a pas de lieu du coup, donc on fait ça au centre social et la première cantine éphémère a lieu en février 2024 et on s'est dit on va faire 30 couverts dans l'idée de faire valider les menus par les habitants et de montrer un peu l'esprit de la cantine. Donc on commence par 30 couverts en février, donc on en a fait une par mois et puis finalement ça plaisait, on avait et des gens du quartier et des gens de l'extérieur et des travailleurs sociaux, donc ce qu'on voulait. Et donc, on a commencé avec 30, après on a fait 36, après on a fait 42, après on a fait 48, après on a monté à 70. On a fait une guinguette au quartier avec 150 personnes. Waouh. Et après, on a fait une cantine itinérante dans la salle de concert du Métronome à côté du quartier. Et donc, voilà, on a fait vivre le projet comme ça jusqu'à la prochaine ouverture de la vraie cantine. Et ouais, et donc en fait, ça a permis malgré tout de réussir à créer du lien avec des gens qui... Donc ouais, ça s'est fait tranquillement. Donc on a un chef qui vient cuisiner. Donc je suis accompagnée dans ce projet par le chef Kevin Musset, donc chef exécutif des restaurants Au Pied Sous la Table et Le Soulier à Toulouse. Donc lui, je l'ai rencontré en postant une conversation avec un jeune sur LinkedIn. Donc, je discute avec Hamza et je lui dis, Hamza, il va falloir qu'on travaille sur un menu étudiant. Et il me dit, quoi ? Je lui dis, le menu pour le restaurant. Il me dit, quoi ? Un resto. Il me dit, un resto Zizar ? Je lui dis, oui, le resto qu'on est en train de monter. Il me dit, kebab. Je lui dis, non. Je lui dis, resto. Il me dit, resto, entrée, plat, dessert, comme en ville. Je lui dis, oui, mais ça sera entrée, plat, dessert au quartier. Parce que nous aussi, on a le droit à avoir un entrée plat dessert au quartier. C'est fou de se dire que dans certains quartiers, en fait, t'as pas de restaurant classique comme on peut en avoir en fait dans les villes, dans les centres-villes. Ouais. Bah, nous, tu vois, notre écosystème sur le quartier, c'est on a 3 boucheries, un kebab, une pizzeria, 2 boulangeries. On a la ferme qui est située à 800 mètres, mais qui n'est pas utilisée par les habitants. On a l'écopole Eden qui essaye de faire un travail avec les habitants. Et on a la caisse à Lime aussi.
et rien autour de l'alimentation saine, donc rien autour de la transformation. Et nous, avec la cantine, l'idée, c'était qu'on arrive en bout de chaîne et qu'on transforme, tu vois, tous ces légumes de l'agriculture urbaine et qu'on lutte aussi contre le gaspillage alimentaire. On voulait que ce soit bon, on voulait que ce soit beau, on voulait que ce soit de qualité. Parce que c'est plutôt de la cuisine végétarienne. Et puis, va proposer du végétarien dans un quartier où il y a énormément de viande. Ouais, c'est parce que souvent on a un peu cette image de les gens qui mangent de la viande, ils vont jamais accepter de manger de la nourriture 100% végé. Oui. Mais au final, ça n'a pas été si compliqué que ça. Non, finalement, ça n'a pas été si compliqué parce que je crois que les personnes ont compris un peu le projet. Et puis, quand on a fait ces cantines éphémères et qu'on a proposé ces menus, franchement, c'était tellement bon, c'était tellement beau, c'était ouverture gustative, c'était excellentissime. Et les gens qui venaient nous disaient que c'était bouffée d'oxygène pour eux. Les habitants qui venaient cuisiner avec le chef nous disaient que ça faisait énormément de bien, qu'ils ont rencontré des gens, qu'ils ont appris de nouvelles techniques culinaires et tout ça. Donc, il y avait énormément de vie dans ces cantines éphémères et ça plaisait énormément. Du coup, la question de la viande, elle se posait plus. Elle se posait plus. Il y a une question que j'avais en tête. En fait, voilà, tu avais cet assaut Isar Attitude. Et donc, tu passes en fait à un projet qui est totalement différent, avec des compétences que tu n'avais peut-être pas au départ. Je ne connais rien à la restauration. C'est ça, parce que là, tu montes un restaurant de toutes pièces. Comment est-ce que tu as fait ? Tu apprends au fil de l'eau, tu t'es formé ? J'apprends au fil de l'eau. Puis la rencontre exceptionnelle, c'est Kevin Musset, quand même. Parce qu'il arrive avec toute son expertise. Il fait les plans de la cuisine. Et puis, sur les rendez-vous avec la mairie, il est là. Donc, tu vois, toute cette partie-là, il est là, quoi. Et comment, en fait, vous êtes rentrés en contact quand il a vu ce post-là de discussion avec Hamza sur LinkedIn, donc il me fait un petit message. Il me dit, je suis habitant du quartier et le projet m'intéresse, en fait. Et on s'est rencontrés. Et puis voilà... Je sais pas, il a dû se dire, c'est une folle, elle. Elle veut monter un projet de cantine alors qu'elle ne connaît rien. Et voilà. Nous, ce qu'on voulait, c'est que ce soit porté par des habitants, parce qu'on ne voulait pas d'un énième restaurant qui vienne sur le quartier et que ce ne soit pas utilisé par les habitants. C'est ça. Donc, c'était, on y va coûte que coûte. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est un peu l'écosystème qu'il y a autour du restaurant. Parce qu'en fait, tu te rends compte qu'il y a vraiment... en fait, tout est autour pour vous permettre de... Si tu réfléchis en bonne intelligence, tu te dis, voilà, sur mon quartier, j'ai une ferme qui est à côté, j'ai l'écopole Eden avec plein de structures autour du compost, autour du bien manger, autour des légumes, des fruits de qualité, la caisse Alim, la sécurité sociale de l'alimentation, toutes ces structures-là, tu dis, on a de quoi faire. Et puis, il suffisait de tisser des liens avec eux et d'imaginer des partenariats avec eux. Et puis, voilà, tout s'est mis en route et puis ça matche bien. Ouais, donc en fait, tous les interlocuteurs ont été très, très volontaires dès le début. Ils ont été très réceptifs. Ouais, très réceptifs et volontaires. Et puis ils nous connaissent, ils savent comment on travaille. Tu vois, il y a le centre social, il y a le noyau dur qui est le centre social, le tactique collectif et nous. Et donc voilà, ils nous connaissent, ils savent qu'on est sérieux, puis voilà, qu'on fait les choses en vrai, quoi, vraiment avec conviction, tu vois. Je me posais la question. Et pas dans le but on va faire la guerre à tel ou tel, mais on réfléchit en bonne intelligence et puis on fait ensemble. Il y a souvent ce truc de un peu légitimité parfois qu'on peut se poser, surtout voilà, quand tu montes un projet et que t'es pas forcément experte du sujet au départ. Est-ce que tu as des moments où tu t'es dit ce que je fais c'est complètement fou, je veux pas réussir? Non, plusieurs fois je me le suis dit. Mais je sais pas, moi je pense que quand l'intention est bonne et puis que on travaille dur pour essayer de monter ce projet, peut-être je me dis qu'on a fait de belles rencontres qui ont fait que ce projet, à chaque fois que j'avançais, tu vois, je fais des rencontres qui ont fait que je pouvais pas faire marche arrière. Et en fait, ouais, t'as des gens qui sont là derrière toi, qui te poussent. Il y a plein d'habitants qui sont là, qui sont du quartier, qui sont d'ailleurs, qui sont intéressés par le projet, qui deviennent partie prenante du projet. Parce que tu vois, dans l'assaut, dans le CA,
as un collège habitant, tu as un collège association, institution, et le collège d'habitants, il est majoritaire, et c'est les habitants qui décident. Et c'est intéressant parce que j'imagine que pour beaucoup d'habitants, certains n'auraient jamais pensé à s'engager dans l'associatif avant que ce projet arrive dans le quartier. Ouais. Et En fait, c'est la convivialité que les gens y retrouvent. Tu vois, moi, je donne pas de directives. Quand on fait les cantines éphémères, moi, j'essaie de poser les conditions pour que l'événement se passe correctement. Je coordonne l'événement pour que ça se passe bien. Et puis, en fait, les gens, tu as une partie qui est partie en cuisine, l'autre qui est partie au service et d'autres qui sont partis à la caisse. Et puis, chacun a trouvé sa place en fonction de ses compétences. En fait, la cantine, c'est des compétences qui se partagent. il y a un aspect qui est assez important et dans ces questions d'alimentation saine, durable, c'est la question du coût. Qu'on a souvent, surtout quand tu viens de quartiers populaires, que tu n'as pas forcément un budget illimité. Souvent, en fait, l'idée, peut-être un peu l'idée reçue qu'on a au départ, c'est que c'est cher. Quand tu entends bio ou circuit court, tu vois, c'est cher. Donc, même pas, tu y vas, quoi. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on met en place, justement, pour permettre à ces populations de pouvoir accéder à cette alimentation Quand on a... Au cœur de ma cantine, on a mis en place un partenariat avec Cocagne Alimentaire et Caisse Alim pour que des personnes puissent bénéficier de paniers de légumes au tarif classique de 12 € et au tarif solidaire de 4 €. Donc on a permis à des familles de pouvoir accéder à des légumes de qualité et à découvrir des légumes qu'ils ne connaissaient pas, et à cuisiner aussi, et apprendre à cuisiner ces légumes. Et je crois que tu m'avais parlé aussi de sécurité sociale de l'alimentation. Donc oui, il y a la sécurité sociale de l'alimentation qui s'est mise en place à Toulouse. Donc on a quatre, caisses Alim. Il y en a 2 qui sont en route et 2 qui sont encore en cours de construction. Donc ça s'est mis en place en octobre. Et donc, tu vois, la sécurité sociale de l'alimentation, tu as un pot commun, et dans ce pot commun, tu mets en fonction de ton reste à vivre. Donc, tu as des personnes qui vont mettre au minimum 4 € et au maximum 100, 150. Et puis, tout le monde reçoit la somme de 100 € par mois, sans Mona. Ok, donc en fait, c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment d'avoir un peu une sorte de cotisation un peu participative et qui permet en fait à tout le monde de pouvoir accéder à une alimentation de qualité, parce que voilà, Caisse Alim, c'est porté par Sarah Cohen et l'INRAE, mais c'est aussi donc elle organise des ateliers avec des habitants qui réfléchissent ensemble au cahier des charges, quel magasin on rentre dans quel magasin on peut aller faire ses courses. Et tout ça, c'est réfléchi par les habitants sur des ateliers accompagnés par Sarah. Et il y a un aspect qui est intéressant, c'est que voilà, il y a des alternatives, mais pour que ces alternatives soient visibles, existent, c'est qu'il faut de la volonté de personnes individuellement qui portent des projets. Il faut évidemment la volonté des pouvoirs publics aussi. Comment tu penses qu'on peut réussir à dupliquer un peu ce modèle que vous avez réussi à faire localement à l'échelle d'un quartier? Comment on peut réussir à le dupliquer autre part? La sécurité sociale de l'alimentation, déjà, elle se met en place un peu partout en France. Ok. Tu vois, la première, je crois que c'est Montpellier. Après, tu as Bordeaux, tu en as plusieurs qui se montent un peu partout. Mais voilà, l'idée, c'est que des friches urbaines aussi, ça se monte un peu partout dans les quartiers populaires, parce qu'à la suite de la destruction des bâtiments, c'est les friches urbaines qui viennent aussi remplacer ces bâtiments. Et puis, je crois que en ce moment, c'est un peu le vent en poupe, tout ça. Et puis, l'idée, c'est que les habitants ne s'interdisent pas de manger correctement. Et puis, je sais pas, l'idée, c'est vraiment d'être accompagné par des structures. Si tu as un centre social un peu partout, si tu as des grandes assos un peu partout qui peuvent accompagner les habitants, je pense que ça peut le faire. Et nous, on aimerait bien créer une chaîne après. Ce serait vraiment... c'est quelque chose que tu as en tête, c'est une vraie ambition. On aimerait que ça se développe dans les quartiers, que l'alimentation saine se développe dans le quartier. Et
Parce que voilà, tu disais, dans le quartier, c'est pizzeria, kebab. Du coup, il y a Après, tu vois, moi, ça me dérange pas qu'il y ait pizza, il y ait kebab. À partir du moment où il y a une autre alimentation, ça me dérange pas. Tu vois, comme en ville, tu vas trouver des pizzerias, des kebabs, mais tu vas trouver aussi des biocoop et tout ça. Mais l'idée, c'est que, comme il y a en ville, comme au quartier. Voilà. Parce qu'en fait, il y a un peu cet enjeu de réussir à déconstruire un petit peu les habitudes, les mentalités. En fait, comment est-ce que on arrive à sensibiliser sans faire culpabiliser les gens? L'injonction. C'est ça. Ouais. Alors nous, on s'est dit, jamais je dirais à quelqu'un, t'as intérêt à bien manger. Nous, quand on a fait les cantines, les gens viennent. Tu vois, on peut avoir jusqu'à 15 à 20 personnes sur des ateliers sur les cantines. Et beaucoup de personnes qui veulent cuisiner avec les chefs et qui ne veulent pas s'installer forcément à la table, mais qui veulent cuisiner avec les chefs. Et c'est en participant à ces ateliers, à ces cantines, qu'ils découvrent des légumes qu'ils n'ont jamais cuisinés, des techniques culinaires qu'ils n'ont jamais faites. Et c'est comme ça que les gens se sont mis à goûter, à partager des repas, tu vois, ça s'est fait tranquillement, sans qu'on ait eu à dire t'as intérêt à bien manger. L'ouverture du restaurant est prévue pour... Donc, normalement, on devrait avoir les clés le 15 avril, et l'ouverture est prévue en mai. En mai, ok. Et tu vois, par exemple, aussi, tu vois, à la ferme, t'as le maraîcher qui organise du maraîchage solidaire. Donc, le maraîchage solidaire, ils ont une friche pour faire pousser des légumes pour des structures associatives. Et donc, ils organisent des ateliers pour que les gens puissent aider, pareil, à planter, désherber, récolter. Et puis, chacun repart avec un panier, tu vois. C'est des trucs qui ne coûtent pas. Donc, tu as le maraîchage solidaire, tu as la caisse Salim, tu as les paniers de cocagne, tu as la cantine qui a conventionné avec caisse Salim. Donc, il y a des gens qui pourront venir régler leur menu avec leur Mona. Donc, voilà, il y a tout... Ce qu'on a réussi à faire au quartier Isard 3 Cocus, on en est assez fiers quand même. Mais vraiment avec toute l'aide des partenaires et je remercie énormément ce travail partenarial qu'on a réussi à faire tous ensemble. Et au niveau de l'engagement des gens du quartier, est-ce que les jeunes s'impliquent un petit peu ou pas encore? Les jeunes, quand on leur a dit, déjà, quand je suis partie d'Isard Attitude, ils m'en ont un peu voulu parce que tu nous quittes. Je dis mais je suis juste à côté en fait. Le resto, il est juste à côté. Et on t'aidera, Yamina, Tati, c'est comme ça ils font. Tati, on t'aidera quand tu seras à la cantine. Et ce qu'on va commencer à faire avec eux, déjà, on va commencer à travailler. Ils organisent une guinguette, tu vois, dans leur accueil jeune. Ils ont construit du mobilier en bois. Et donc, ils vont inaugurer cette guinguette en avril, le 25 avril. Et puis, donc, ils s'inscrivent avec nous. C'est eux qui ils vont réfléchir à un buffet. Ils vont cuisiner avec un chef. Et donc, ça va être la première collaboration qui va donner suite à d'autres collaborations avec les jeunes. Donc, ils vont nous aider à aménager les lieux. Ils vont nous aider à travailler sur un menu étudiant donc, qui soit pensé et cuisiné avec les chefs. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on va commencer à leur faire découvrir. Mais on ne va pas leur dire ne va pas manger là-bas. Et j'ai une question un peu plus large sur l'engagement de manière générale. Parce que nous, c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur. Tu penses en fait qu'il faut quoi pour réussir à un petit peu raccrocher les jeunes à ces problématiques-là et faire en sorte qu'ils soient un peu acteurs justement de leur propre environnement? Alors moi, avec Isard Attitude, on a monté l'accompagnement scolaire, l'aide aux devoirs, porté par les parents, donc comme une école des parents en 2020. Quand on a proposé ça aux jeunes, ils nous ont regardé de travers, ils nous ont dit non mais vous allez nous faire l'aide aux devoirs. Je lui ai dit c'est notre projet, vous allez venir et puis vous allez voir si ça vous plaît. Si ça vous plaît, vous restez. Si ça vous plaît pas, vous restez faire votre accompagnement dans vos collèges ou dans vos écoles. Première fois qu'ils sont venus, ils ont kiffé. Ça va se faire tranquillement. Ça va pas se faire, ça va se faire de manière ludique et ça va pas se faire, tu vois. Moi, j'ai déjà mon intention avec eux. Je sais ce que j'ai envie de travailler avec eux, mais je leur dis pas. Là, ça va se faire tranquillement. Et c'est comme ça, je pense qu'on peut les embarquer. Faut pas leur faire peur, quoi. Faut les inviter tout doucement, tranquillement, et puis après, les inviter à prendre leur place et ça se fait. Je suis assez confiante, moi, pour que les jeunes
s'inscrivent dans ces questions-là. Mais la politique, elle fait peur à tout le monde. On voit qui nous gouverne, ça fait peur. Ouais. Tu vois, tu vois, quand tu entends liberté, égalité, fraternité, en vrai, ça n'existe pas en France. On est d'accord. Oui, entre ce qui est dit et ce qui est fait. Ce que les jeunes voient. Ouais. En fait, non, c'est pas vrai. Et et puis ça peut te casser la confiance. Voilà, t'as pas confiance. Et c'est à nous. Enfin, je pense que nous, on est là pour essayer de remettre un peu d'égalité, de fraternité et puis de liberté avec les jeunes. Moi, ce que j'aimais avec les jeunes, je leur disais, vous avez le droit de tout dire. On se dit, on se parle, mais après, on reprend avec eux ce qui ne va pas. Mais laisser la parole libre pour pouvoir travailler avec ces jeunes et puis imaginer des actions ou des animations ou imaginer un travail à long terme avec eux, ça se fait, mais on leur donne la parole et puis on les laisse s'exprimer. Super. Merci beaucoup, Yamina. Avec plaisir. Où est-ce qu'on peut du coup te retrouver au cœur de ma cantine pour les personnes qui seraient intéressées? Sur les réseaux, Instagram, Facebook, moi je suis sur LinkedIn. Et puis en ce moment, j'avais envie de dire qu'on lance une campagne de financement sur Ulule pour acheter le mobilier, pour payer les premiers salaires, pour acheter les premières denrées et le petit matériel. Donc voilà, j'espère qu'on a assez de soutien là déjà, mais il nous en faut encore énormément. En fait, on est parti de rien. Quand on a monté ce projet, j'avais 0. J'imaginais, aller dans les manifs avec un tote bag et faire la manche, leur demander 1 euro s'il vous plaît. La première cagnotte de la cantine, mais voilà. On est quand même accompagné, on est soutenu par la métropole, on est soutenu par la Fondation La Poule Rousse, on est soutenu par le conseil départemental, l'UFDVA, quartier d'été. Mais voilà, il faut encore un peu plus de soutien. Nous, on aimerait des subventions en circuit court, tu sais. Donc voilà, il faut continuer à donner de la force. Voilà. Et on a très hâte de découvrir le restaurant. Avec plaisir. Venez sur Toulouse, au quartier. Venez donner de la force, puis venez découvrir. C'est un projet unique. Il est unique parce qu'il va toucher, et l'alimentation, et la citoyenneté, et la culture, et la non-exclusion des gens. Et voilà, on l'a pensé pour qu'il soit comme ça. Super. Merci beaucoup, Yamina. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié l'épisode autant que nous, on a apprécié le faire. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux, dans l'arène, sur Instagram, sur TikTok, sur Twitter, peu importe. Faites-nous vos retours. C'est hyper important. Ça nous permet de nous améliorer. Et évidemment, l'aventure continue et on se retrouve dans le prochain épisode.